Alors, et en dernière minute, je vais partager la présentation. Ah, c'est ça. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui euh, de comment réussir votre relamping, votre relighting LED. Euh, c'est un webinaire qui est organisé donc par Bruxéo dans le cadre de notre mission avec Bruxelles Environnement et Energy Advisor. Donc pour que tout se passe le mieux possible, je vous rappelle quelques règles pour bien utiliser le webinaire Teams. Donc merci d'éteindre votre micro. Pour l'instant, j'ai vu que tout le monde l'avait fait, c'est parfait. La réunion est enregistrée, ce qui vous permettra de éventuellement la réécouter s'il y a des parties que vous n'aviez pas eu le temps d'entendre correctement. Les questions sont plutôt à la fin du webinaire, mais j'en ferai peut-être à mi-parcours pour voir s'il y a des questions brûlantes. Pour ça, je vous demande de lever la main sur Teams en appuyant sur le petit icône correspondant. Et puis, vous pouvez également utiliser la chatbox Teams pour des questions auxquelles on pourrait répondre éventuellement plus tard, ou si c'est des questions plus personnelles. Par contre, je vous demande de ne pas utiliser les options suivantes qui sont de prendre le contrôle et de partager votre écran, puisque dans ce cas-là, vous aurez, voilà, ça va perturber le déroulement du webinaire. Et à la fin du webinaire, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà. Alors, quel est l'objectif du webinaire? Donc, c'est de définir les critères de qualité et les différentes alternatives possibles pour bien réussir son relighting LED. Donc, l'objectif, c'est plus précisément de vous donner les clés des aspects pratiques et techniques pour réussir le passage au LED, sachant qu'on est tous en train de passer au LED puisque c'est l'éclairage d'aujourd'hui, mais voilà, on peut avoir des mauvaises expériences. Donc, je vais soulever les points d'attention pour avoir quelque chose de qualité. Et je vais également vous présenter les différents critères pour orienter votre choix. Est-ce que vous allez faire un relighting ou un relamping et voilà, quelles sont les questions qu'il faut se poser au moment où on réfléchit à ce type de projet. Je vous rappelle que Bruxéo reste à votre service pour plein d'assistances, y compris en dehors de ce sujet-là, hein, tout ce qui va être euh, conseils en isolation, en technique de chauffage, en check-up, etc. Mais également, pour ce qui concerne le relighting, relamping, on reste à votre service pour vous assister dans vos projets. Donc, on peut analyser les devis, les fiches techniques des différents éclairages que vous pourriez vouloir mettre, et on vous conseillera là-dessus. On peut également faire des études Dialux pour mesurer le niveau d'éclairement des lieux. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. C'est quelque chose de très précis, mais qu'on peut faire donc, sous forme de check-up éclairage. Et évidemment, on est toujours là pour répondre à vos questions sur un projet ou sur un autre, sur une technique ou sur une autre. Alors, je vais vous rappeler les notions de base en ce qui concerne les éclairages. Alors, d'abord, pourquoi passer au LED? Ben, parce qu'il y a une réglementation qui est passée en fin 2023, européenne, qui a décidé que les lampes à incandescence et les tubes fluorescents n'étaient plus autorisés et qui seraient liquidés jusqu'à la fin des stocks. Et donc, pour deux raisons. Parce que les lampes à incandescence consomment énormément, donc ça fait déjà un moment qu'on essaie de les éliminer. Et les lampes fluorescentes, en fait, sont plus efficaces, mais ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles contiennent des vapeurs de mercure qui sont souvent libérées si le tube est cassé. Et donc, c'est une source de pollution de métaux lourds que l'Europe cherche à supprimer. Et donc, il y a une volonté d'élimination de ces éclairages qui sont par ailleurs moins efficaces également.
Donc les LED ont un avantage certain, c'est qu'ils consomment entre 2 fois et 10 fois moins d'électricité que ces éclairages euh, précédents. Également, les ampoules sont censées durer plus longtemps. Donc on a typiquement une ampoule à filament durer à peu près 1000 heures, alors qu'une ampoule LED normalement est garantie jusqu'à 30 000 heures de durée dans les conditions optimales. Alors, une autre raison pour laquelle il faut passer au LED, et c'est pourquoi c'est intéressant maintenant, c'est qu'il y a des progrès récents qui ont été faits et qui rendent les LED encore plus efficaces, et elles sont maintenant très abordables. Donc, on trouve des ampoules LED à 2 ou 3 euros, ce qui rend le remplacement intéressant à faire dès maintenant, même si votre ampoule fonctionne encore. Alors, est-ce que c'est écologique de passer au LED? Alors, oui, par rapport à la consommation d'énergie, mais également par rapport à l'empreinte environnementale. Il faut savoir que 80% de l'empreinte environnementale d'un luminaire LED, c'est dû à sa consommation. Bien que ça consomme 10 fois moins qu'une ampoule à incandescence, ça reste sa consommation qui est la plus grosse empreinte environnementale en tenant compte des composants, de la fabrication, de l'assemblage, du recyclage, du transport. Tout ça, ça représente que 20% de son impact, alors que c'est parfois, on s'imagine parfois que c'est plus. Donc les lampes LED ne contiennent pas de mercure, contrairement aux lampes fluorescentes. C'est une des raisons pour lesquelles on est passé sur cette interdiction des lampes fluorescentes. Et aujourd'hui, il y a des filières de recyclage qui sont totalement en place pour récupérer notamment les composants électroniques qui se trouvent à l'intérieur des lampes et qui sont revalorisables pour leurs constituants. Donc, c'est pas, ça régénère nettement moins de déchets à retraiter, beaucoup plus facile à retraiter que par exemple les tubes fluorescents. Alors, je vais essayer de vous expliquer pas mal de notions. Quand on voit les fiches techniques des lampes, des ampoules LED, on voit plein de petits symboles, plein de coefficients, et c'est pas toujours très clair de s'y retrouver. Donc, je vais essayer de vous expliquer au mieux les critères techniques que sont les lumens, les lux, les kelvins, l'UGR, le CRI, les angles de diffusion, le flicker. Donc, tout ça, ça peut être assez compliqué. On va essayer de vous expliquer en détail ces notions. Et ça va vous permettre de lire une étiquette énergétique et de voir voilà, si ça correspond à vos besoins en fonction de votre projet. Également, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions avant de faire un relighting ou un relamping. Par exemple, est-ce que c'est le moment de faire un relighting complet, de remplacer les luminaires et les lampes? Ou est-ce qu'il faut uniquement remplacer les lampes, donc les tubes ou les ampoules? C'est quelque chose qui peut être, qui est une vraie question, parce que parfois on est habitué à un éclairage, on dit ben, le plus simple c'est de changer directement le tube ou l'ampoule, mais ça peut être intéressant de se poser la question si on peut faire un petit peu plus efficace, en qualité de lumière notamment, etc. Également, c'est le moment de se reposer des questions sur la gestion des éclairages. Est-ce que mes lampes sont au bon endroit? Est-ce qu'elles sont éclairées au bon moment? Est-ce qu'elles s'éteignent quand il n'y a personne dans la pièce? Etc., etc. Donc, c'est une question qu'il faut se poser avant de se lancer dans un choix complet. Alors, la toute première notion que je voulais vous donner, c'est la notion de flux lumineux, donc les lumens, qui s'abrège en LN. Donc, en fait, c'est la quantité totale de lumière produite par une lampe. Donc, ces lumens, ça correspond à ce qui part dans toutes les directions de votre lampe. Et dans un petit logo d'une étiquette de lampe, on a généralement un affichage des lumens. C'est pratiquement obligatoire sur toutes les lampes maintenant, qui vous donne une idée de la quantité de lumière que va produire votre lampe. Cette quantité de lumière, elle est parfois aussi exprimée en équivalence par rapport aux anciennes ampoules à incandescence, puisqu'on a eu des décennies d'ampoules à incandescence pour beaucoup de personnes. Voilà, une ampoule de 60 watts, c'est pas la même chose qu'une ampoule de 100 watts, et on choisissait en fonction de la quantité de lumière qu'on voulait et de la puissance. Mais aujourd'hui, évidemment, les cartes sont rebattues, et on doit faire appel un peu à des correspondances. Donc, typiquement,
Une ancienne ampoule à incandescence de 60 watts produit à peu près 600 lumens et consomme 7-8 watts sur ce tableau, ce qui permet de baisser la consommation annuelle si on éclaire 4 heures par jour de 87 à 10 kWh, donc une économie tout à fait drastique pour une seule ampoule éclairée même pas tout le temps. Alors, sur l'étiquette, on voit parfois cet affichage où on voit un équivalent 60 watts et la consommation réelle qui est de 6 watts pour 650 lumens. Donc, ça, c'est quelque chose auquel vous commencez sans doute à vous habituer, mais qui est important de garder en tête. C'est l'équivalent en wattage, c'est la quantité de lumens, mais la consommation réelle va dépendre du rendement de la lampe et de l'efficacité de la lampe. Sur les tubes type T8 ou T5, on va avoir un affichage qui peut se faire de cette manière-ci. On va avoir une puissance en watts qui est exprimée avec deux valeurs, donc 18-36. Ça veut dire que vous consommez 18 watts et vous éclairez comme un tube de 36 watts, un ancien tube de 36 watts. Donc on garde cette double affichage qui est parfois un petit peu trompeur. La deuxième notion importante, c'est l'efficacité énergétique. Donc, c'est la quantité de lumens par watt consommé. Ça s'exprime donc en lumens par watt, mais c'est rarement affiché. Dans certaines lampes, c'est affiché, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. C'est un peu un critère de qualité et qui n'est pas forcément toujours mis en avant, parce que justement, la qualité, il faut aussi un coût. Et donc, sur les lampes un peu plus économiques, on va avoir rarement cet affichage. Par contre, c'est très très facile à calculer, puisqu'il suffit de diviser le nombre de lumens par le nombre de watts. Dans cet exemple, 650 lumens par 6 watts, pour trouver ici l'efficacité qui va être de 108 lumens par watt. Donc c'est vraiment un facteur important, parce que c'est la quantité de lumière produite par rapport à la consommation d'électricité. Et donc, on a toujours envie d'avoir le maximum de lumière pour le minimum de consommation. Alors, elle a été résumée par des étiquettes énergétiques européennes, mais le changement a changé en 2021. Avant, on avait un changement où toutes les lampes LED étaient A+ quelque chose, voire A++. Évidemment, ça ne permettait pas de discriminer beaucoup la plus ou moins grande qualité des lampes LED. Et donc, en 2021, un nouveau classement est apparu où on a reclassé de A à G selon l'efficacité énergétique, sachant que les LED vont se trouver aujourd'hui dans la catégorie de F à C. Et tout ce qui est G, ça va être quelque chose qui est moins efficace qu'un LED en général. Donc tout ce qui va être tube fluorescent ou lampe incandescente, si vous en trouvez encore dans les magasins. Donc cette valeur, aujourd'hui, je vous dis, dans les lampes, il y a quelques années, on était péniblement, on arrivait à 100, 110 lumens par watt. Aujourd'hui, on arrive à 160 assez facilement. 135, 160. Et donc, si vous choisissez aujourd'hui des lampes, essayez de viser au minimum 110 lumens par watt. C'est important de viser cette efficacité. Sachez aussi que votre lampe, votre ampoule, si elle dure longtemps, peut-être 10 ans, et ben, voilà, si vous gagnez 20% d'efficacité pendant 10 ans, ça fait quand même au final pas mal d'économies d'énergie. L'autre notion que je voulais vous passer, qui est assez importante, c'est la température de couleur, ou Kelvin, qu'on abrège également en K. Donc ça, c'est une valeur qui est exprimée de plus en plus. On va avoir 2700 Kelvin, 3000 Kelvin, etc. affichés. Et il y a également une dénomination, blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, lumière du jour. Les dénominations sont parfois trompeuses, parce que voilà, on prend un blanc neutre pour quelque chose qui n'est pas forcément la même chose que lumière du jour. Donc c'est important de se familiariser avec cette échelle de Kelvin, et de voir à quoi ça correspond. Donc un éclairage de 3000 Kelvin, ça correspond à peu près à la température de couleur des éclairages à incandescence et de certains éclairages fluorescents. Moi, c'est ce que je considère comme une valeur que je conseille, parce que c'est une lumière qui est chaleureuse, donc surtout dans les ASBL ou les accueils du public, c'est quelque chose qui va être perçu comme plus doux, plus accueillant que des températures qui seraient plus froides. L'autre température qui peut être utilisée, c'est le 4000 Kelvin, donc appelé
neutre, mais qui en fait est un peu moins blanc que la lumière du jour, qui reste une lumière relativement appréciable, notamment dans les bureaux et tout ce qui va permettre, vous aurez besoin d'analyser des documents qui ont une certaine colorimétrie, c'est plus neutre, hein, c'est plus proche de la lumière du jour. Mais par contre, je vous conseille vraiment d'éviter tout ce qui est au-delà de 5000 Kelvin. Et alors, si vous êtes sur 6500 Kelvin, vous avez une lumière qui est très très bleue. Cette lumière très bleue, elle a l'inconvénient de fatiguer vraiment les yeux, d'être agressive. Et pourtant, c'est la lumière qu'on considère comme lumière du jour. C'est la même lumière que vous avez quand il fait gris dehors. C'est cette lumière bleutée qui manque de chaleur et qui peut être également fatigante pour les yeux. Donc voilà, mon conseil, c'est de viser des températures de couleur de l'ordre de 3000 à 4000 Kelvin et d'éviter tout ce qui est au-dessus. Justement, en ce qui concerne cette température de couleur, il y a des effets sur le spectre lumineux. Donc, le spectre lumineux, en fait, c'est le rendu de toutes les gammes de couleurs de la lumière du jour. Donc, vous avez ici en bas à gauche la lumière du jour, un jour de ciel gris comme aujourd'hui. Vous avez en fait à peu près toutes les longueurs d'onde de l'arc-en-ciel qui sont à peu près dans des quantités équivalentes, qui vont permettre de donner ce rendu naturel auquel l'œil humain est habitué, et c'est notre référence de lumière du jour. Si on compare à une lumière de type halogène, ben, l'incandescence, on va avoir un spectre qui est complètement déséquilibré avec énormément de rouge et de jaune et un déficit de bleu. Donc cette lumière chaude qu'on a eu l'habitude d'avoir en lumière artificielle est en fait une lumière qui a très peu de lumière bleue. Euh, Si on compare avec des lampes fluorescentes ou des tubes fluorescents, là on se rend compte qu'on a un spectre qui n'est pas du tout homogène. On a vraiment des pics de couleurs différents qui correspondent en fait à des raies atomiques du mercure qui est à l'intérieur des tubes fluorescents et qui va être dopé avec plus ou moins certaines choses pour donner euh, plusieurs pics de couleurs qui donnent l'illusion d'un spectre complet, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Donc moi qui fais pas mal de photos, je sais que ce type de lampe donne des couleurs qui sont absolument pas naturelles et qui sont assez désagréables. Ça a beaucoup été reproché aux tubes fluorescents pendant des décennies, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des générations, ils se sont un petit peu améliorés, mais on a quand même un rendu des couleurs qui est vraiment pas naturel. Alors au niveau des LED, on va avoir des specs qui vont être différents selon la température de couleur. Donc là, le blanc froid, c'est donc les 6500 Kelvin dont je vous parle. Vous avez un pic bleu très très fort, et puis ensuite un spectre qui va manquer de rouge. Donc ça, ça donne cette lumière très froide, très, très, très bleutée. Ça a été également critiqué au tout début des LED parce que c'est ce qu'on savait faire le plus facilement, hein, des lumières très, très blanches, très froides. Et on avait ce pic bleu qui a été accusé de fatiguer la rétine et de donner des vieillissements de la rétine parce que c'est une lumière qui est plus agressive que les autres longueurs d'onde. Donc effectivement, ces lumières sont vraiment à déconseiller, en particulier pour les yeux des enfants, des très jeunes enfants, et, et également pour les personnes âgées qui pourraient être touchées par la DMLA. Donc ça, c'est vraiment les premières générations. Si vous êtes sur des LED de type blanc neutre, vous allez avoir quelque chose avec toujours ce pic bleu, mais qui est nettement plus normalisé, et puis un spectre qui va représenter avec plus de rouge. Et le blanc chaud, donc le 3000 Kelvin dont je vous ai parlé, lui va avoir très peu de bleu et une grosse proportion de lumière chaude dans le spectre qui est plus normal, d'où son intérêt. Alors, la cinquième notion que je voulais donner, c'était le rendu des couleurs. J'en ai déjà touché un mot avec le spectre. En fait, ce spectre de couleurs va donner des rendus plus ou moins naturels de différents objets.
parce que justement, il ne va pas correspondre à toutes les longueurs d'onde, ou il va être en déséquilibre de certaines longueurs d'onde. Et donc, on définit ce CRI, ce Color Rendering Index, qu'on appelle également RA, en rendu des couleurs, sachant que le sang est la perfection qu'on va observer. Typiquement sur cet exemple d'une pomme, on va vraiment toutes les couleurs comme si on était en plein jour. Et on va avoir une dégradation progressive du rendu naturel des couleurs, plus on va avoir un CRI qui va baisser. Le standard aujourd'hui des lampes LED, c'est un CRI de 80. C'était le standard de tous les tubes fluorescents jusqu'à présent, qui est quelque chose qui est un bon compromis, sans être la perfection. Euh, Souvent, ce série n'est pas affiché sur les lampes, mais vous pouvez avoir cette information-là quand vous scannez le QR code. Donc maintenant, les lampes LED sont souvent fournies avec juste l'étiquette énergétique et puis un QR code qui va donner toutes les informations secondaires. Donc je vous invite à naviguer sur ces pages qui va vous donner plus d'informations sur la qualité de cet éclairage-là. Alors, quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que sur les tubes T5 et T8, il y a un code pour le couleur et pour le CRI et pour la température de couleur, qui est également présent sur les tubes fluorescents d'ailleurs, qui va correspondre à ce chiffre qui est après la puissance. Donc là, vous avez un 840. 840, ça veut dire que vous avez un CRI de 80. Le premier chiffre, c'est la qualité de rendu de couleur. Et le deuxième chiffre, c'est la température de couleur. Et donc, 840 pour série de 80 et 4000 Kelvin. Si vous aviez, par exemple, un série de 90 et une température de couleur de 3200, vous auriez 932 à la place. C'est ce qui vous donne des informations. Donc, c'est quelque chose qui est lisible sur tous les tubes. Ça vous permet aussi de repérer, si vous remplacez des tubes fluorescents, de savoir comment remplacer pour quelque chose qui va correspondre à ce que vous avez déjà. Ou pas. Euh, je vais peut-être déjà voir s'il y a quelques questions en ce moment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Oui, en tout cas, pas de questions dans le chat et pas de main D'accord. levée non plus. Pas de main levée non plus. OK, donc je vais C'est que tout est continuer. clair. Ouais. C'est parfait. Donc, dans les éclairages, ce qui va compter, ce n'est pas les lumens, ce sont les lux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un lux? C'est la quantité de lumens qui arrive sur une unité de surface. Donc, par exemple, si vous avez une source de lumière qui produit 100 lumens et qui va éclairer sur un cône de 1 mètre carré, vous allez avoir 100 lux fournis sur cette surface. Si par contre, ces mêmes 100 lumens sont répartis sur une plus grande surface de 10 mètres carrés, là, vous n'allez avoir plus que 10 lux. Donc, c'est à la fois la quantité de lux que vous allez recevoir dépend de la quantité de lumen, mais également de l'angle de diffusion et la distance à laquelle se trouve la lampe, ce qui est un paramètre très important. Donc une conséquence de ça, c'est que si vous avez une grande hauteur de plafond, ça va être intéressant de baisser votre source de lumière. Donc typiquement, classiquement, les luminaires ont toujours été accrochés au plafond dans les bureaux et dans les ateliers et dans les bâtiments bruxellois qui sont parfois très hauts de plafond. Et ça peut être intéressant pour vous de les suspendre un peu plus bas. Si vous remplacez le système, ça peut être intéressant de les baisser. Donc moi, j'ai fait une mesure. On a 4 mètres de plafond chez nous. Si on baisse d'1 mètre, donc on reste à 3 mètres au-dessus du sol, on va augmenter de 80% le nombre de lux sur le bureau. Donc c'est presque un doublement de la quantité de lumière, simplement en baissant les éclairages. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à faire en particulier dans les bureaux. En ce qui concerne les luxe, il y a également des normes qui sont respectées. Donc, il y a une norme européenne qui a été créée et qui préconise une certaine quantité de lumière dans les lieux de travail
Généralement, on a autour de 500 lux, qui est la quantité de lumière pour être assez bien éclairé pour ne pas fatiguer. Par exemple, dans les couloirs ou les lieux de passage, on a une lampe qui est de l'ordre de 100 lux pour simplement permettre la circulation en sécurité. Donc ici, les bureaux, salles de réunion, accueil, etc., on va avoir des valeurs un petit peu variables. À noter que les salles de pause sont censées être plus fortement éclairées pour euh, réduire la fatigue également, je pense. Les salles de classe sont toujours un peu sur les valeurs de 500 lux. Les salles tout ce qui va être accueil n'a pas besoin d'être aussi fortement éclairé parce qu'il n'y a pas de travail sur papier, sur écran. Il y a également des valeurs maximum, hein, donc on n'est pas censé dépasser 1000 lux dans les bureaux, dans les salles de réunion et dans les salles de classe, parce qu'un éclairage trop violent va également induire une fatigue visuelle. Donc on a ces valeurs maximum et minimum. Donc pour les escaliers, il faudra un peu plus de luxe que pour les couloirs, parce qu'évidemment, il faut un peu voir où on met les pieds. Il y a un deuxième critère dans cette norme qui est donc l'UGR. Donc l'UGR, on va en parler tout à l'heure, c'est l'éblouissement. Donc il y a des valeurs différentes d'éblouissement selon le type d'usage, un type de local. Également des critères sur le Color Rendering Index, sur le rendu des couleurs. On a une norme qui est à 80 à peu près partout. On conseille 90 pour les salles de pause, pour avoir également un éclairage qui est plus reposant pour le personnel. Alors, on va parler un petit peu de ce que c'est que l'UGR, cet éblouissement, la notion dont je ne sais pas encore parler. Donc, l'UGR, ça veut dire Unified Glare Ratio, donc c'est vraiment un facteur d'éblouissement. C'est une mesure psychologique qui détermine l'éblouissement, qui mesure si l'éblouissement dérange ou pas, sans pour autant affecter la performance visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable de lire le même texte, même avec cet éblouissement, mais avec plus ou moins de dérangement et de fatigue visuelle. Et donc, sur ces exemples-là, vous voyez que selon la nature de l'éclairement, vous avez un angle d'éclairage très réduit sur un bureau, où vous avez plusieurs sources de lumière, vous allez avoir des effets d'éblouissement qui vont être différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UGR, c'est une échelle qui va de 10, donc où on a très très peu de probabilité d'éblouissement, jusqu'à 30, on a une probabilité d'éblouissement plus élevée. Et il y a une norme générale qui est de considérer qu'il faut qu'un UGR soit inférieur à 19, à peu près au milieu de ces deux valeurs-là. Alors, comment est-ce qu'on détermine ça? En fait, c'est très compliqué à mesurer. Et ça dépend de nombreux facteurs contextuels. Donc, c'est à la fois le type de source lumineuse. Donc, vous avez une source qui est ponctuelle ou une source diffuse. Typiquement, un spot va être plus éblouissant qu'une dalle LED, par exemple. Également, la position de cet éclairage par rapport aux travailleurs et la position par rapport à la lumière ambiante. Est-ce que vous êtes à contre-jour? Est-ce que la lumière, vous l'avez dans les yeux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer. On peut le faire par des études de Dialux, mais on peut également, de manière tout à fait empirique et non quantitative, avoir une estimation de cet éblouissement par le test d'obstruction. Donc ça veut dire que quand vous êtes sur un lieu de travail, vous pouvez placer simplement un carton entre la source de lumière et vos yeux et voir si ce que vous êtes en train de regarder, vous le regardez plus confortablement ou moins confortablement. Donc c'est une perception qui vous permet de voir s'il y a un problème d'éblouissement ou pas. Qui peut être résolu justement en repensant votre éclairage d'une manière ou d'une autre. Donc ça correspond à quelque chose qui est une équation mathématique dont je vous passerai les détails, qui correspond à toute une série de mesures, et qui est donc un point très très technique auquel seuls les experts ont accès. Donc, les règles pratiques pour tout ce qui va être UGR, ça va être d'éviter tout ce qui va être spot, ou tout ce qui va être filament LED visible. Donc, les nouvelles ampoules qu'on voit maintenant qui ressemblent un petit peu, un peu vintage, où on voit des pseudo-filaments qui sont en fait des petites LED en longueur.
ou bien les spots vont avoir quelque chose de très éblouissant si on les regarde. On va s'en rendre compte si on les fixe une seconde et qu'on ferme les yeux. On va également voir une persistance rétinienne de ces filaments. Et donc, c'est signe que voilà, c'est pas très bon pour les yeux d'avoir cet éblouissement-là. Également pour les lampes LED, quand vous avez des petits carrés jaunes qui sont visibles, c'est toujours moins bien. Donc là, on a parfois des tubes où on peut voir les petits carrés. On a aussi des bandeaux, des petites bandeaux LED un peu décoratifs qui sont des multiples petites carrés jaunes. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui est assez éblouissant, même s'ils sont nombreux. C'est pas forcément ce que je vous conseille. Donc contre l'éblouissement, ce qui est le plus efficace, ce sont les grandes dalles LED, donc une grande surface d'émission homogène euh, qui vont permettre d'avoir très peu d'éblouissement parce qu'il n'y a pas une zone qui est plus lumineuse que le reste, c'est l'ensemble de la dalle qui va émettre une lumière assez diffuse. C'est également agréable en termes d'ombre, puisque vous allez avoir relativement moins d'ombre ponctuelle si votre surface d'éclairage et l'éclairement est plus grande. Alors, on peut trouver des valeurs d'UGR sur les panneaux que vous allez acheter. Donc, on peut choisir, dans certains sites, on peut choisir des UGR qui ont différentes valeurs. C'est pas tout à fait, je ne sais pas très bien comment c'est mesuré, c'est pas tout à fait une mesure exacte, puisque, comme je vous expliqué, l'UGR dépend du positionnement de la lampe par rapport à l'utilisateur. Donc, je pense qu'il y a des conditions de laboratoire qui permettent de simuler ces conditions et de voir si on arrive dans une condition standardisée, à un UGR qui est cette valeur-là. Mais de toute façon, quand vous avez un UGR qui est relativement bas, vous avez peu de chances d'être ébloui. Et un UGR qui est très élevé, ben, vous avez probablement euh, cette visibilité des petites dalles LED ou quelque chose de trop ponctuel qui va éblouir. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de garder en tête. C'est rarement affiché dans les fiches techniques. Donc c'est un critère voilà, où il va falloir un petit peu faire votre propre analyse ou faire votre propre recherche. Alors, l'éclairage indirect est une manière efficace d'éviter l'éblouissement, puisque vous allez avoir vos sources de lumière qui vont partir éclairer votre plafond ou vos murs. Donc, c'est souvent une bonne solution en termes d'éblouissement. Par contre, c'est une mauvaise solution en termes d'efficacité, puisque vous avez énormément de lumière qui va être gaspillée dans l'absorption, la réflexion de votre surface. Donc, on a souvent quelque chose qui va consommer 2 fois plus d'énergie pour la même quantité de lumière. Donc, vous devriez pousser vos éclairages pour arriver à voir quelque chose, ou alors vous serez en deçà des normes d'éclairement. Donc, c'est quelque chose qui est voilà, peut-être à réserver à la sphère privée et qui est quand même relativement peu efficace en général. Et évidemment, ce qu'il faut absolument proscrire dans ces cas-là, c'est si vous avez des murs ou des plafonds qui sont colorés ou qui sont sombres, parce que là, vous allez avoir une perte de lumière qui est considérable. Un mur gris, gris moyen, hein, gris souris, ça réfléchit 15% de la lumière incidente. Donc, ça veut dire que 85% de la lumière émise sur votre lampe va être absorbée par votre support avant d'être émise dans la pièce. Donc, à ne faire que dans des pièces où tout est blanc et à éviter d'une manière générale. Alors, un autre point technique important, c'est ce qu'on appelle le clignotement, le flicker en anglais. Donc, c'est quelque chose qui est souvent invisible à l'œil nu, mais qui peut être très fatigant pour les yeux. Typiquement, les anciens tubes fluorescents sont des tubes qui clignotent. On peut le voir dans certaines circonstances, je vous montrerai comment. Et ça induit une fatigue visuelle importante. Et dans les lampes LED, on peut avoir également ce clignotement dans certains cas. Alors, il faut savoir qu'une LED, donc c'est une diode, et donc sans faire de rappel en électronique, une diode ne laisse passer le courant que dans une seule direction. Et donc, quand vous avez un courant alternatif 220 volts ou à partir de 220 volts, ben, vous avez une des phases de l'alternance où la lumière passe et donc votre LED s'éclaire, et l'autre qui est éteinte. Donc, ça fait un clignotement.
Donc ça peut être, c'est un critère qui n'est souvent pas marqué sur les étiquettes des lampes, parce que justement c'est un critère de qualité, donc voilà, quand c'est de mauvaise qualité, on ne le dit pas, mais qui peut être affiché sur des lampes d'une certaine qualité ou qui prétendent une certaine qualité. Il y a une technique très simple qui permet de les détecter, c'est de regarder en vidéo, en mode ralenti. Donc là, je vous ai filmé une lamplette que j'ai vue dans un magasin. Quand on la filme en temps normal, voilà, on voit un bel éclairage. Si maintenant vous la filmez au ralenti, eh bien, vous voyez cette lampe qui clignote de manière irrégulière. Donc simplement, en la filmant en vidéo, en mode ralenti avec votre smartphone, vous pouvez visualiser ce clignotement qui est une grosse source de fatigue et qui est vraiment quelque chose à éviter absolument dans les bureaux. Après, on peut tolérer ça dans des toilettes ou dans des couloirs parce que les gens ne restent pas. Il y a également un effet stroboscopique, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, il y a des astuces soit avec des petites toupies, soit avec des objets en rotation, soit avec en bougeant un stylo, vous pouvez voir un petit effet stroboscopique. Donc, votre stylo semble s'afficher à différents endroits ou de faire juste un flou. En tout cas, le mode vidéo est, à mon avis, le plus facile. Et ce clignotement est extrêmement dangereux dans le cas des machines rotatives. Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression que l'objet n'est pas en rotation par un effet stroboscopique. Et ça, c'est quelque chose qui est donc extrêmement suivi dans les ateliers, par exemple. Vous avez peut-être dans votre SBL des ateliers avec des machines qui peuvent tourner. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important à vérifier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, il n'y a toujours pas de questions dans le chat. Voilà, D'accord. n'hésitez pas à lever la main ou si vous voulez partager aussi un retour d'expérience ou voilà, ou un commentaire, voilà, une expérience que vous auriez eue avec un Relamping LED, ben, n'hésitez pas à lever la main. On a un peu de temps pour voilà, pour avoir un peu des échanges. Bon, ben, visiblement, tout est très clair, hein, Thierry? Ok. Donc, Bon. Alors, donc, je vais repartir sur euh, les dernières diapositives. Alors, on va parler maintenant du relamping LED. Donc, on vous a donné les critères de qualité si vous changez d'ampoule ou de tube. Et maintenant, on peut également changer tout, y compris la lampe elle-même, donc son support. Donc, en fait, le relamping LED, euh, c'est pas ce que ça, c'est pas une simple substitution, c'est l'inverse. C'est donc remplacer l'ensemble de la lampe. Euh, alors, je recommence. Donc, par opposition au relighting, le relamping, c'est une simple substitution d'ampoule par, euh, par la version OLED. Donc, il peut se faire sur des tubes, par exemple T5 ou T8, ou sur des ampoules à vis. Donc l'avantage de ce relamping, c'est que c'est très simple à réaliser, c'est très peu coûteux, hein. Une ampoule ça vaut 2-3 euros, un tube LED, ça peut valoir une dizaine d'euros. Mais il y a parfois des incompatibilités qui peuvent apparaître et il n'y a pas de remise en question de la conception de l'éclairage. Donc ça peut être intéressant de, de repenser votre éclairage plutôt que de faire un simple relamping. Alors, les incompatibilités, quand on fait que substituer une lampe, ça peut être classiquement des LED qui grillent souvent. Donc, on a parfois des expériences comme ça, des spots encastrés ou des ampoules qui peuvent griller. Et on se dit, bah, pourquoi ça ne marche pas? Je reviens à mon ancien système puisque ça ne marche pas. En fait, c'est tout simplement parce que vous avez un circuit imprimé dans l'ampoule. Hein. Donc, il y a de l'électronique qui régule le fonctionnement de la diode.
Et ce circuit imprimé, c'est de l'électronique comme votre smartphone ou votre ordinateur. Ça a besoin de ne pas trop chauffer pour ne pas faire griller les composants. Et donc, ce qu'on observe parfois, c'est donc des spots ou des lampes qui grillent parce qu'en fait, il y a une mauvaise dissipation de la chaleur qui n'est pas suffisante par rapport à la chaleur qui est créée. Les lampes LED produisent très peu de chaleur par rapport à leurs prédécesseurs, hein. Quand on les touche, c'est à peine tiède. Mais voilà, si cette chaleur n'est pas évacuée, on peut avoir une montée en température de l'électronique et donc euh, une dégradation et après une ampoule qui ne fonctionne plus. Alors c'est tout simplement ce problème de dissipation de chaleur. Donc les solutions sont très simples. Il faut donc laisser de l'espace autour du spot. Quand par exemple vous avez une isolation thermique autour d'un spot, il faut être sûr que l'isolant ne soit pas directement posé sur le spot, sinon effectivement la chaleur ne peut pas être dissipée et on va avoir cette électronique qui va griller. Donc il y a des petits accessoires, notamment en terre cuite, hein, qu'on peut mettre, qui vont permettre une certaine distance et une certaine masse calorifique qui va permettre de dissiper cette chaleur pour les spots encastrés. On peut avoir également ce problème-là avec des luminaires, lorsqu'on a une réglette étanche, donc notamment dans les sous-sols, dans les caves, on a parfois des boîtiers comme ça complètement étanches. Donc certains sont conçus pour enfin pour refroidir suffisamment euh, le LED, mais en fait le, d'autres non, et donc ça peut ne pas être compatible. Pour vérifier ça, s'il y a une compatibilité, ou sinon, dans certains cas, on peut enlever le capuchon, pour que la chaleur puisse être évacuée. De la même manière, moi j'ai parfois vu des spots comme ça dans des ampoules, dans des supports de spot où ça grillait parce qu'en fait, la chaleur qui normalement est évacuée par rayonnement dans un spot halogène classique va pas être, suffisamment circuler. Et donc, dans ce cas-là, il faut être sûr qu'il y a assez d'espace autour de l'ampoule et une espèce de sortie pour que l'air circule et refroidisse l'ampoule. Alors, les autres incompatibilités, ça va être des tubes, si on remplace un tube fluorescent par un tube LED, on peut avoir des tubes qui ne s'éclairent pas, qui ne marchent pas. Donc ça, c'est lié au choix du tube par rapport au type de ballast de votre système. Donc, pour rappel, il y a deux types de ballast pour les tubes fluorescents. Les ballasts électromagnétiques, qu'on reconnaît parce qu'il y a un petit starter, un petit équipement ici, et le ballast lui-même, c'est un élément qui est assez gros, qui est assez lourd, avec un bobinage de cuivre et des lames en fer dedans, donc qui va euh, servir pour faire fonctionner les tubes fluorescents. Et donc, ce n'est pas le même système que les ballasts électroniques qui aujourd'hui sont dans les équipements les plus récents et qui sont des ballasts à haute fréquence et qui vont fonctionner sur un autre système. Alors, comment est-ce qu'on distingue ces différents types de ballast? Si vous ne savez pas, si vous ne voyez pas le petit starter dont je vous ai parlé, il y a une autre manière de faire, c'est de regarder toujours avec notre smartphone. On peut regarder si on a un éclairage qui clignote ou qui forme des barres. Donc, si vous le filmez, vous voyez des petites barres jaunes comme ça qui se déplacent, c'est que vous avez probablement un ancien ballast électromagnétique. Par distinction, si vos tubes sont avec des ballasts électromagnétiques et donc haute fréquence, la lumière semble constante. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les tubes fluorescents pouvaient fonctionner indépendamment sur les deux types de ballast, mais au niveau des tubes LED, il va falloir trouver le tube LED qui correspond exactement au ballast que vous avez. Donc, il y a au moins trois types de tubes LED qu'on trouve aujourd'hui, qui sont des tubes LED EM, donc pour ballast électromagnétique, des tubes LED HF pour haute fréquence, et des tubes LED UN, donc pour universel. Donc, on comprend bien qu'il faudra des tubes LED tagués EM pour pouvoir les utiliser sur des ballasts électromagnétiques, et au contraire des HF
pour les ballasts électroniques. Les universels, donc, sont des tubes qui vont pouvoir s'adapter à toutes les configurations. Ils sont un peu plus chers. Donc, c'est pas forcément privilégié si vous avez le moyen de faire autrement. Alors, quand on a un ballast électromagnétique, on peut simplement remplacer le tube par un tube UM et remplacer le starter traditionnel par un starter LED. Ce n'est pas vraiment un starter, mais disons que ça va rendre le circuit fonctionnel. Et donc là, le tube va marcher directement. Par contre, il est conseillé pour la durée de vie du LED de couper le condensateur, parce que le condensateur donne des impulsions électriques qui vont éventuellement limiter la durée de vie du tube LED. Donc, ça peut être intéressant de les couper. C'est conseillé par les marchands de, de tubes LED. Ça a par contre un inconvénient, c'est que ça annule la certification CE, certification européenne luminaire, puisque vous avez modifié le circuit. Donc, vous n'avez plus l'accréditation CE, ce qui peut être un problème plus juridique et théorique que pratique, mais qui est quand même à tenir en compte. Il faut quand même en tenir compte. Pour les ballasts électromagnétiques haute fréquence, donc c'est plus facile, puisque là, on va directement remplacer un tube HF, donc qui sont parfois directement marqués sur le tube. On les appelle également instant fit, puisqu'on va directement les mettre sans avoir adapté le starter, puisqu'il n'y en a pas dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment facile, ça marche à tous les coups. J'ai quand même trouvé un tableau qui est fourni, puisqu'il y a quelques incompatibilités. Donc le lien est sur le tableau ici, vous l'aurez dans le PDF que vous avez reçu. Donc pratiquement tous les starters fonctionnent avec pratiquement tous les tubes, mais il y a quelques 1 ou 2%, peut-être un peu plus de tubes de compatibilité enfin, de paires starter tubes qui ne marchent pas. Donc voilà, ça peut être une question à vérifier. L'autre moyen, c'est d'acheter un tube, de vérifier sur une des lampes si ça marche et que ça marchera partout. Donc une petite remarque, les tubes T5, donc les plus petits tubes les plus récents, qui sont les plus efficaces en tubes fluorescents, ils sont tous haute fréquence. Donc là, vous n'avez pas de question à vous poser. Si c'est un tube donc, du diamètre de votre petit doigt, c'est que c'est un tube haute fréquence. Là, vous les remplacez directement. Il n'y a aucune question qui se pose. C'est pour les T8, hein, ceux qui sont plutôt gros comme le pouce. Il va falloir vérifier cette histoire de ballast et de compatibilité. Alors, on peut également adapter le luminaire complètement, et donc la plupart des tubes qu'on achète aujourd'hui peuvent être branchés directement sur du 220 volts, hein, avec un contact soit du même côté, soit de part et d'autre du tube. Il y a deux types de connexions, des types de branchements qui existent, unilatéral ou bilatéral. Mais dans ce cas-là, il faut avoir soit le luminaire qui est déjà prévu pour, soit si vous l'adaptez, ben, ça va une fois de plus perdre la certification CE. Ça devient la responsabilité de votre électricien d'avoir éliminé le reste du circuit. Quand vous achetez aujourd'hui des tubes fluorescents, des tubes LED, hein, déjà dans des luminaires, notamment pour les sous-sols, comme je vous ai montré de ce type-là, généralement, ils sont justement branchés sur ce principe-là directement, ce qui permet d'avoir quelque chose de très très simple également en termes de fabrication et donc quelque chose de très bon marché. Alors, une autre chose sur les tubes T5 et T8, c'est qu'il y a plusieurs catégories qu'on appelle HE ou HO ou UO. Donc, ça correspond à HE pour High Efficiency, donc grande efficacité, HO High Output, donc grosse puissance, et UO, donc Ultra Output, donc très très grosse puissance lumineuse. Et donc, quand vous allez changer vos tubes, vous pouvez en fait moduler l'intensité lumineuse et moduler la consommation en fonction de vos besoins pour un même type même taille de tube. Donc, quand vous allez faire un remplacement, un relamping, ça peut être intéressant de se dire, voilà, je suis
suréclairé dans ce couloir, ben, je vais peut-être prendre des high efficiency plutôt que ce que j'ai actuellement. Et au contraire, je suis sous-éclairé, je vais prendre des high output pour avoir plus de lumière en place. Donc un exemple ici sur des tubes de 1,50 m en T8, qui est le grand standard qu'on voit un peu partout. On était sur des consommations qui étaient de l'ordre de 40 watts quand on était en fluorescent pour 2000 et quelques lumens. Le tube classique standard de remplacement va consommer de l'ordre de 22 watts pour 2300 lumens, avec une efficacité, dont je vous ai déjà parlé, d'à peu près 104 lumens. Donc ça, c'est le standard, le bas de gamme, le moins cher que vous puissiez acheter. Si vous voulez un high output, il va éventuellement avoir plus de lumens et surtout une plus grande efficacité. Donc ces tubes sont un peu plus chers, qui vont consommer éventuellement pas trop. Et par contre, les ultra output, donc ceux qui vont produire le maximum de lumière, vont consommer éventuellement pas mal, produire beaucoup plus de lumens avec une bonne efficacité. Et ce sont des tubes généralement qui sont plus chers. Vous voyez qu'on peut moduler la quantité de lumens de manière assez importante, mais ça joue également sur l'efficacité. Donc voilà, si vous achetez un tube économique, ben, sachez que vous allez avoir pas beaucoup de lumière pour une faible efficacité, pour une consommation qui va être éventuellement relativement améliorable, on va dire. Donc, quand on choisit sur des sites, on peut avoir différentes catégories. Ça, c'est des spécificités qui existaient également dans les tubes, notamment les tubes fluorescents T5, où on avait la capacité de choisir des plus ou moins forts débits quantité de lumière par rapport à la même géométrie et des consommations qui vont avec. Donc, c'est intéressant de se servir de cette capacité de modulation pour ajuster en fonction de vos besoins. Alors, les autres incompatibilités qu'on voit, c'est des incompatibilités, par exemple, avec les petits spots 12 volts et donc les culots GU 5.3, donc ces petites broches qui sont à 5,3 mm l'une de l'autre. Donc, c'est des spots qui sont alimentés en 12 volts en général, mais en fait, le driver de ces spots doit être à courant continu quand c'est un LED. Et généralement, ceux qui sont déjà installés sont en courant alternatif. Donc, c'est du 12 volts ou semi-redressé et ça fait des lampes qui clignotent. Donc, il suffit de changer le, euh, le driver pour avoir un éclairage 12 volts tout à fait efficace. Des ampoules, lorsque vous avez des ampoules E27 qui clignotent parfois ou qui clignotent complètement, ben, c'est une ampoule défectueuse, c'est l'électronique qui fonctionne mal. Et donc là, il faut remplacer l'ampoule si elle est encore sous garantie ou qu'elle ne fonctionnait pas dès son installation. Ben, il faut la retourner à votre fabricant. Il faut être honnête, dans les fabrications de LED made in China, on a quand même une certaine ils ont une qualité, des contrôles qualité qui ne sont pas très très bien faits. Donc ça peut arriver que vous ayez dans un lot de 20 lampes, une qui ne marche pas dès le début. Donc c'est un petit peu dommage en termes de qualité, mais voilà, c'est des choses qui sont faites un petit peu à la va-vite. Alors un autre point intéressant, c'est en ce qui concerne l'angle d'éclairement. Donc les LED en général n'éclairent pas à 360 degrés. Hein. Je vous ai montré que la plupart des ampoules, comme ici à droite, en fait, ce qui éclaire, c'est un petit disque sur lequel il y a les capteurs, il y a les petites diodes LED qui va éclairer un dôme comme ça, et donc il va éclairer plus fortement vers l'avant que vers l'arrière de la lampe, ce qui est différent d'une ampoule à incandescence qui allait dans toutes les directions. Donc ça peut changer en fait l'éclairement global, d'avoir un angle un peu plus réduit. Donc des fois les mauvaises surprises peuvent venir du fait que l'angle n'est pas tout à fait le même euh, et qu'on n'a donc pas le même rendu que d'habitude. Donc on peut faire attention à ça. Après, je vous ai montré qu'il y avait également des ampoules qui sont avec des imitations de filaments qui, elles, vont diffuser à 360 degrés. Donc si vous avez par exemple un abat-jour, ça peut vous donner le même éclairement dans ce cas-là. Également sur les tubes fluorescents. Donc un tube fluorescent, il émet dans toutes les directions.
Et donc, s'il produit 3000 lumens, il va avoir, par exemple, entre 1800 et 2400 lumens utiles entre la lumière directe et la lumière réfléchie par le réflecteur qui se trouve dans la lampe. Je regarde au-dessus, ma tête, c'est exactement ce qu'on a ici. Euh, mais effectivement, quand les tubes vieillissent un peu, on peut avoir quelque chose qui va baisser assez rapidement. On a rapidement des tubes qui sont moins, qui fournissent moins de lumière, donc des tubes un peu vieillissants vont être plus sombres. Et une lumière LED va beaucoup moins utiliser le réflecteur, et donc la lumière est plus directement envoyée à l'avant, il y a moins de lumière à l'arrière, ce qui n'est pas tout à fait 100% vrai, hein. Aujourd'hui, souvent les tubes LED sont quand même avec des petites bandes à l'arrière qui vont éclairer non pas sur 180 degrés, mais plutôt sur les 300 degrés, c'est-à-dire un petit peu sur le côté, mais sauf à l'arrière. D'ailleurs, on s'en rend compte, ça m'est arrivé lors de mes visites de voir des tubes qui étaient montés à l'envers, c'est-à-dire que comme le tube il est opalescent dans toutes les directions, si on le met du mauvais sens, on peut avoir les diodes qui sont vers l'arrière du réflecteur, vers l'avant. Et donc, dans ces cas-là, on a une moindre luminosité. Donc, si vous voyez une petite barre sombre au milieu du tube, c'est que vous l'avez retourné du mauvais côté. Il suffit de tourner de 180 degrés pour avoir plus de lumière. Hmm. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Toujours pas. C'est les questions à la fin. Donc, maintenant, on va parler du relighting LED, donc de remplacement à la fois de l'ampoule et du luminaire. Donc le relighting, en fait, on change tout le système d'éclairage. Alors évidemment, c'est plus coûteux parce qu'on a à la fois le luminaire et la source lumineuse, mais on a surtout la main-d'œuvre, c'est que généralement, on doit adapter, modifier la fixation, adapter le circuit électrique. Et donc, c'est souvent là qu'on a un coût qui est relativement plus élevé, mais c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, il faut garder en tête dans le but d'améliorer la qualité de la lumière et également la gestion spatiale. On peut très bien se dire, bah, finalement, j'ai mis six tubes fluorescents dans cette salle de réunion, mais peut-être que 4 mieux placés me donneraient quelque chose de plus efficace en le mettant, par exemple, un peu plus bas, etc., etc. C'est également l'occasion de repenser les éclairements en fonction des besoins des normes. Peut-être que vous êtes suréclairé dans certaines pièces, hein. Moi, j'ai vu souvent des couloirs qui étaient éclairés comme des salles d'opération à 1000 lumens, à 1000 lux, pardon, et qui étaient presque éblouissantes, et alors que des salles les bureaux étaient sous-éclairés. Donc, un conseil, bien choisir votre relighting parce que ça va durer 10 ans. Et heureusement que ça dure 10 ans, parce que dans certains cas, notamment pour les dalles LED, ben, en fait, c'est tout le luminaire qui doit être changé, c'est pas juste la source de lumière. Après, le luminaire, c'est une plaque de plastique sur laquelle il y a les diodes LED et un écran diffuseur. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose de très sophistiqué ni difficile à recycler. Alors, on a aussi plein de possibilités à la fois fonctionnelles et esthétiques, de changer l'aspect, de changer l'ambiance. Donc, c'est peut-être voilà, quelque chose à faire dans certains cas. Au niveau du zonage des éclairages, là vraiment c'est une question où je voudrais insister dessus. On a trop souvent tendance à garder le circuit électrique, le circuit des commandes tel qu'il a toujours été, en disant bah voilà, on arrive, on éclaire et ça marche. Mais c'est peut-être le moment de se reposer la question, est-ce que on garde le même circuit pour tout éclairer ou est-ce on fait un zonage de l'éclairage, hein. Donc, si par exemple vous avez un petit bureau, ben, un seul interrupteur pour éclairer, c'est très bien. Si vous avez plusieurs sources de lumière, mais que vous avez aussi un seul poste de travail, pourquoi pas. Mais si vous avez des grands espaces, par exemple un bureau en open space, qui n'est pas forcément occupé tout le temps, ça pourrait être intéressant d'avoir un zonage en disant bah, je vais éclairer une partie du bureau où les personnes sont là le lundi, le mardi et le jeudi,
Et puis une autre partie du bureau où les gens sont là le mardi, mercredi, jeudi, le vendredi. Et donc on va avoir la possibilité de n'éclairer que la partie qui est utilisée par le personnel et pas tout éclairer en grand tout le temps. Également, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la gestion des éclairages naturels. Lorsque vous avez une fenêtre et que vous avez un bureau un peu grand, généralement, les postes qui se trouvent à proximité de la fenêtre vont être souvent bien éclairés par la lumière naturelle et on va avoir moins souvent besoin d'un éclairage de complément. Par contre, les bureaux qui sont éloignés de la fenêtre vont être en déficit d'éclairement et donc eux vont souvent vouloir de la lumière tout le temps. Et donc, la solution classique, c'est de tout le temps tout éclairer, même pour ceux qui n'en ont pas besoin. Et là, ça serait peut-être intéressant de repenser en mettant 2 interrupteurs pour 2 zones, avec une zone qui sera éclairée uniquement dans la partie qui profite le moins de la lumière naturelle. On a quand même de longues périodes où on a de la lumière naturelle abondante dans certains cas, et donc c'est bien de ne pas doubler par un éclairage qui serait inutile. Également, lors du relighting, on peut se reposer la question d'une gestion intelligente et automatisée des éclairages. Donc, typiquement, les détecteurs de mouvement ou de présence dans les WC, dans les couloirs, dans les escaliers, c'est typiquement quelque chose qui peut être, qui est souvent éclairé le matin quand la première personne arrive et même parfois pas toujours éteinte quand la dernière personne s'en va. Donc, ça peut être voilà, une manière d'optimiser ses consommations. On a aujourd'hui des détecteurs de luminosité, de mouvement, donc avec des radars qui peuvent être inclus dans le luminaire ou même carrément dans le tube. Voilà, donc c'est une adaptation qui va être très très simple. On peut également mettre un détecteur au niveau, remplacer l'interrupteur par un détecteur de mouvement. Et donc quand les personnes vont rentrer par exemple dans les toilettes, vont chercher l'interrupteur en approchant la main du détecteur de mouvement et ça va s'éclairer avec la même facilité, voire plus de facilité qu'un vrai interrupteur. Et par contre, ça s'éteindra au bout de X minutes que vous aurez programmé. Et qui détecte en même temps s'il y a des personnes qui sont dans la pièce et qui bougent. Donc voilà, c'est la lampe LED la plus économique, c'est celle qu'on n'éclaire pas quand il n'y a pas besoin. Ça reste très très vrai. Ça reste important de repenser ça. Également, ce qui est intéressant, ce sont les détecteurs de luminosité, hein. Donc on a parlé tout à l'heure d'un exemple où des bureaux se trouvaient à proximité d'une fenêtre et d'autres plus éloignés. Mais on a quand même souvent des bureaux qui peuvent être bien éclairés, hein. Les maisons bruxelloises ont souvent des très grandes fenêtres. Et donc, peut-être beaucoup de lumière naturelle. Donc, typiquement, on arrive le matin, il fait gris, il fait sombre, on éclaire la lumière et le soleil arrive, la lumière naturelle arrive, on laisse la lumière éclairée, pas parce que personne n'a pensé à se lever et qu'on oublie le fait qu'il y a une lumière artificielle allumée. Et donc, si vous placez des détecteurs de luminosité, vous pouvez avoir des systèmes qui vont décider que la lumière ambiante est suffisante pour ne pas déclencher l'éclairage naturel, l'éclairage artificiel supplémentaire. Et donc, il va éteindre l'éclairage qu'on pourra toujours forcer en le rééclairant si on n'est pas d'accord, mais voilà, qui va reposer la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'éclairer cette partie vu toute la lumière naturelle abondante qu'il y a. Il y a également des détecteurs d'absence. Donc là, on allume le matin et puis ça s'éteint que s'il y a une absence prolongée. Ça peut être intéressant dans les bureaux. Tout le monde part en réunion et une demi-heure après, il n'y a plus personne dans les bureaux et ça peut rester éclairé toute la journée si personne ne revient. Alors évidemment, il y a un peu d'intelligence et de bonnes pratiques dans la gestion manuelle, hein. Éviter de fermer les stores et d'éclairer, ça on le voit vraiment très très souvent. On a fermé les stores hier parce qu'il y avait du soleil qui éblouissait. Aujourd'hui, il fait gris, on laisse les stores baisser, on éclaire parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, c'est une mauvaise gestion. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui est intéressante de rappeler parce qu'on continue à le voir quand même assez souvent. Voilà, donc j'arrive un petit peu aux conclusions de cet exposé. Et donc, je voulais vous montrer une petite success story. Donc, dans nos anciens bureaux à Bruxelles,
On a remplacé des tubes fluorescents T8 par simplement des tubes LED, donc c'est des ballasts électromagnétiques. Et donc, on a baissé notre consommation de 26% et on a eu un temps de retour sur investissement de l'ordre de 6 mois pour des tubes qui ont une durée de vie de plusieurs années, plus une dizaine d'années. C'est quelque chose qui est donc extrêmement rentable. Donc, c'est vite quelque chose qu'il est intéressant de faire. Donc, en conclusion du séminaire, du webinaire, le relighting ou le relamping, ça permet de réduire votre consommation d'un éclairage d'au moins de la moitié, hein, que vous ayez des tubes fluorescents et encore plus si c'est des éclairages moins performants. Par contre, il faut bien choisir sa stratégie. Donc, simplement échanger les tubes ou les ampoules ou remplacer l'ensemble. C'est une vraie question à se poser et on peut vous aider dans ce sens-là. On peut vous faire des études des check-up éclairage, des mesures d'éclairement. On peut vous prêter des luxmètres qui permettent de voir voilà, quelle intensité de lumière vous avez, est-ce que c'est conforme à la norme, est-ce que ça ne l'est pas, et repenser à ce moment-là, comment est-ce que je modifie mon système d'éclairage. Donc là, je vous ai expliqué les critères de qualité, hein, tout ce qui est Kelvin, lumen par watt, le problème de clignotement, les flickers, les UGR, tout ça, c'est des valeurs qui sont importante. J'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre esprit maintenant et que vous saurez plus facilement naviguer, mais on peut toujours vous aider. Donc, voilà, on peut vous faire un guichet technique, c'est-à-dire analyser les devis, les fiches techniques de ce que votre électricien pourrait vouloir vous proposer. Également, donc, des check-up éclairage et ce que j'ai expliqué, des prêts de luxmètre, voire même de wattmètre pour regarder les consommations de votre système. Alors, avant de vous laisser la place aux questions, je voulais vous faire un petit rappel de notre agenda. Donc, il y a 2 séminaires qui vont arriver très prochainement, le 27 novembre et le 10 décembre. Un pour l'eau chaude sanitaire, donc comment bien comprendre et améliorer son installation d'eau chaude sanitaire. Et puis également un séminaire sur les quick wins pour économiser l'énergie, en vous rappelant plein de petites astuces pour, sans investissement, réduire vos consommations. Et je me permets, puisque la saison de chauffe hivernale a vraiment bien commencé, de vous rappeler qu'on peut faire des services de check-up chaufferie. Donc, on peut se rendre chez vous, vérifier comment fonctionne votre installation de chauffage, comment est-ce qu'elle est programmée, comment est-ce que la courbe de chauffe se fait, est-ce que la gestion, les réglages de votre chaudière sont optimum ou pas, et vous permettre de faire des économies sur votre chauffage simplement en améliorant le réglage. Donc, c'est quelque chose qui demande des mesures et une analyse d'autre part, mais c'est extrêmement précis et je ne connais pas de cas où ça n'est pas rapporté des économies d'énergie significatives pour la partie chauffage. Voilà, donc ça c'est la page de notre site pour vous inscrire et voir tous nos services. Vous connaissez la page si vous êtes inscrit, j'imagine. Voilà, donc maintenant, la parole est aux questions. Je vous écoute. Donc, il y avait en tout cas, Thierry, une question dans le chat de Oui, quelle est la différence entre un détecteur de mouvement et un détecteur d'absence? alors le détecteur de mouvement va se déclencher quand il détecte un mouvement et réallumer la lampe à chaque fois qu'il détecte un mouvement. Donc typiquement dans des toilettes ou dans des couloirs. Un détecteur d'absence, il va détecter en permanence s'il y a des mouvements et s'il n'en détecte pas pendant un certain temps, il va dire ben, c'est qu'il n'y a plus personne et donc j'éteins la lumière. Donc c'est, je dirais, dans la gestion du signal d'information du mouvement, mais physiquement, ça reste un petit radar qui détecte ce qui bouge. Simplement, il n'est pas programmé de la même manière. Dans un cas, c'est pour allumer. Dans l'autre cas, c'est s'il n'a pas de signal positif pendant un certain temps, il décide d'éteindre. Oui, et peut-être
en complément, justement, par exemple, par exemple, on peut imaginer une école avec un couloir avec beaucoup de lumière naturelle, un détecteur de présence. Finalement, c'est pas toujours opportun parce que ça va allumer la lumière alors qu'on n'a pas besoin, alors qu'un détecteur Voilà. d'absence, c'est l'usager qui doit faire vraiment le geste d'allumer l'éclairage. Et donc, il va le faire uniquement quand c'est nécessaire et ça va s'éteindre quand il n'y a plus personne. Et donc, quand il y a beaucoup d'éclairage naturel, un détecteur d'absence est, voilà, plus opportun. Oui, c'est plus typiquement dans les bureaux, hein, on va avoir Oui, effectivement, voilà, ou des salles de réunion, on va avoir du monde pendant longtemps, puis après tout le monde s'en va. Pour un passage transitoire, donc typiquement couloir, toilette, ben, c'est typiquement un détecteur de mouvement qu'il faut mettre, puisque là, les personnes ne sont pas censées y rester des heures, et donc ça se déclenche, ça s'arrêtera tout seul au bout de X minutes. Pareil pour les cages d'escalier, hein. Ce que j'ai oublié de dire également, dans les escaliers, il y a maintenant des systèmes qui vont produire des luminaires qui ont deux puissances d'éclairement et qui vont mettre un éclairage minimal, un peu de sécurité, par exemple dans les escaliers, quand il n'y a personne qui passe. Et quand un mouvement est détecté, l'éclairage devient plus intense de telle manière à sécuriser le passage de la euh, personne. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment dans les escaliers. C'est un petit peu les consignes d'éclairage de secours, hein, mais c'est en fait en permanence. Donc, si vous avez une cage d'escalier qui n'a pas de lumière naturelle, ça permet d'avoir un minimum pour s'engager dans l'escalier et qui s'éclaire à chaque passage, à chaque étage, et non pas toute la cage d'escalier sur les 5 étages de votre bâtiment, par exemple. oui. Avant de passer à la question suivante, j'indique, donc j'ai mis ça dans le chat, le lien vers la fiche d'évaluation en français et en néerlandais. Merci de la compléter avant de quitter le webinaire. C'est vraiment intéressant d'avoir votre retour pour nous et ça va vous prendre voilà, que quelques minutes. Il y a juste quelques questions, donc merci d'avance. Alors, il y avait encore une autre question dans le chat. Quel est l'intérêt d'un système DALI lors d'un relighting? Qu'apporte-t-il? Un système, DALI. Et moi, comment j'en ça ai se... déjà entendu parler, mais euh, non, faut que comment ça s'écrit? c'est DALI. Oui, c'est l'acronyme. Mais là, malheureusement, Les acronymes, j'ai toujours un problème, donc il faut me dire ce que c'est. euh, je regarde ça. Oui, mais non, on n'est pas oui, on serait pas vraiment répondre à cette question. Et C'était quelle est moi la qui ai, signification de l'acronyme? Oui, donc? pardon, c'était moi qui ai posé la question, Vincent Oui. Descottes. En fait, apparemment, le DALI, ça permet de faire une gestion des lumières entre elles, mais j'en sais pas beaucoup plus par rapport à ça. Et donc, voilà, je voulais creuser un petit peu de ce côté-là aussi. Oui, donc moi je n'ai pas de connaissances dans le domaine. Euh, Si c'est vraiment une sorte de gestion centralisée, intelligente électronique dans toutes les directions, euh, c'est peut-être une bonne idée dans certains cas. C'est peut-être aussi une usine à gaz pour une chose simple qui est juste éclairer quand il y a quelqu'un dans une pièce. Donc moi je suis un peu partisan du keep it simple, hein, de laisser les choses un peu simples et donc de ne pas mettre trop d'automatismes compliqués. Par exemple, quand on a une gestion technique centralisée des chauffages et des ventilations, on se rend compte à l'usage que les personnes qui s'en servent, les usagers, ne comprennent rien à comment ça marche. Et donc, généralement, c'est plutôt une source de difficulté plutôt qu'une source de bonne maîtrise. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où ça ne marchera pas. Peut-être dans une école, ça peut être intéressant parce qu'il y a des profils particuliers d'utilisation qui sont peut-être assez standardisés, mais je ne suis pas certain que ça corresponde aux besoins, enfin que ce soit un grand plus pour tout le monde si c'est une gestion intelligente, intégrée de tout. Merci pour la question. Merci. Alors, une autre question de Olivier Perron, Parion? Parion, ouais. Oui, bonjour. Euh,
Bonjour. Voilà, moi je me posais la question parce que j'ai déjà eu le cas quelques fois, c'est que quand on utilise des luminaires dont le LED est intégré et qu'on ne sait pas changer, la difficulté qu'on a, c'est que il arrive qu'il y en a qui tombent en panne, l'électronique tombe en panne ou quelque chose. Oui, Donc il y a une durée de vie moyenne de 10 ans, mais il y en a toujours bien un ou deux qui va tomber en panne. Et que quand on veut les recommander, ils n'existent plus en format. Et donc, en fait, tout ce qui est lié à l'esthétique, ça n'a pas une durée de vie de 10 ans réelle, parce qu'en fait, quand il y en a un ou deux ou trois qui sont en panne sur une dizaine, vous êtes quasiment obligé de rechanger l'ensemble des luminaires, sinon vous avez des différences esthétiques. Bon, parfois, ça pose pas de problème, mais ça oui, peut arriver qu'on arrive dans des. Et donc, en fait, moi, je pense que le plus simple, c'est bon, quand c'est des dallettes intégrées, on va pas voir la différence. C'est dans la même température de couleur de la dalle, on n'a pas de différence. exactement. C'est plutôt les choses esthétiques. Et donc, moi, je pense qu'il faut prioriser sur des éléments qui sont facilement remplaçables Oui. à l'identique, plutôt que d'aller dans quelque chose qui est trop esthétique et qui, en fait, risque de poser un problème et de donner un surcoût rapidement quand on doit les remplacer. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, pour moi, le plus simple, c'est quand même de remplacer la lampe elle-même. Donc, si vous avez un tube ou une ampoule, ben, vous savez que c'est un standard de montage qui va rester tout le temps et votre luminaire ne change pas. Ou bien choisir carrément un luminaire le plus standardisé possible. Donc, la grande dalle LED carrée qu'on met dans les plafonds, les faux plafonds, ou bien le rectangulaire qu'on suspend, c'est tellement universel que voilà, on est dans quelque chose qui va perdurer et qu'on pourra remplacer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et effectivement, tout ce qui va être un petit peu décoratif avec, on voit ça plein dans les magasins bricots, hein, des petites lampes à tortillon, des petits serpentins pour faire joli. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ASBL qui ont le luxe de pouvoir mettre ça comme éclairage, mais voilà, c'est typiquement quelque chose qui est, voilà, tant que ça marche, ça marche. Et après, on jette à la fois une déco, un luminaire et une source de lumière, ce qui est toujours un peu dommage en termes de déchets, de ressources aussi. Ouais. Dans les spots ponctuels à intégrer aussi, parce qu'en fait, on a des spots qui ont un certain diamètre, et puis dès qu'on veut changer, c'est un diamètre différent, et en fait, vous devez quasiment refaire votre plaque de plâtre, parce qu'en Alors, fait, les diamètres ont fort changé, quoi. ouais, Moi, j'ai alors eu le ça, cas, normalement, ouais, les petits spots, donc dans les plus Gu5.3 ou grands, les plus Gu10, grandes spots à cloche qui ont un diamètre de 15-20 cm, ouais, ils ben là, sont, ouais. Alors maintenant, on trouve quand même relativement des dalles LED qui ont le diamètre, par exemple, des cloches sur lesquelles il y avait deux petits tubes fluorescents ouais, ça, ouais. avec des éclairages de couloir, hein, qu'on voyait énormément il y a une vingtaine d'années. Donc maintenant, il y a des petites dalles circulaires qui ont ce diamètre-ci qui permettent de remplacer sans changer la taille du trou, hein. Ça a bien vérifier le diamètre. Il y a deux, je crois qu'il existe deux diamètres. Donc, il faut trouver lequel correspond au vôtre. Et c'est toujours plus intéressant. Voilà. Effectivement, il y a peut-être des petits ajustements. Après, les standards, c'est le principe des standards, c'est que ça n'est standard que sur une certaine période, et donc on peut avoir des, des, des- des changements, enfin, des évolutions de standards qui sont un petit peu gênants de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Euh, donc, Désolée Thierry, j'avais oui, coupé oui, mon micro. Tu as vu la oui. question dans le chat? Oui, oui, donc je la lis hein, pour tout le monde. Donc, dans la mesure où ce n'est pas simple de mesurer les luxes et UGR, j'envisage de remplacer les T8 encastrés dans les faux plafonds de tubes avec une petite grille de décoration par des dalles LED. Mais je voudrais éviter la sur- ou sous-éclairage des bureaux. Je retiens non à la notion de 3000 Kelvin, mais j'ai du mal à définir le lumen adéquat dans la salle. Non, adéquat par dalle. Par dalle. Oui, Alors, donc en combien de fait, lumens il faudrait par dalle? ça peut être. Donc, si vous avez des tubes fluorescents avec un réflecteur derrière, c'est vrai qu'on est. La mesure de ce qu'ils produisent comme lumière n'est pas forcément très facile à déterminer parce qu'il y a tout l'effet des réflexions, etc. Par contre, la dalle, c'est un flux qui est standardisé. Donc, si vous mesurez
votre éclairage actuel avec un luxmètre qu'on pourrait vous prêter, vous pourriez savoir de combien de lux vous avez besoin et donc de quelle quantité de lumen vous devez émettre à quelle distance pour y arriver. Ça, c'est quelque chose qui peut se calculer. On a vu que c'était les lumens. Les lux sont des lumens par surface éclairée, hein. Donc, c'est lié au carré de la distance où se trouve la lampe. Ça répond à peu près à la question. Oui. Est-ce qu'il ne Oui. pourrait pas simplement aussi regarder les tubes en question, combien de lumens il y avait déjà dans les Alors, le problème les du deux tube, tubes? c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, un tube fluorescent neuf va donner la quantité de lumen qui est prescrit, enfin qui est décrit, mais au fur et à mesure que ça vieillit, donc il y a souvent un brunissement du verre, le gaz qui est un peu moins efficace. Donc, si vos tubes sont un peu anciens, vous avez peut-être déjà moins de lumen que ce que vous croyez avoir mis. Et puis vous avez l'effet des réflecteurs qui est derrière, qui va éventuellement voilà, augmenter la quantité de lumière par la réflexion arrière de votre tube que vous n'aurez pas quantifié de la même manière. Donc c'est effectivement pas si facile que ça de comparer, mais ce que je vous conseille, c'est de regarder déjà combien de lux vous avez actuellement avec vos tubes. Et normalement, si vous êtes à la verticale une certaine distance d'une dalle LED qui produit une certaine quantité de lumen, ben, vous devez avoir cette capacité de calculer cet éclairement. On va faire exactement cette expérience-là dans nos bureaux pour vous dire, parce que j'ai le projet de passer justement avec des dalles LED suspendues. On va exactement faire cette mesure dans nos bureaux. Donc éventuellement, je partagerai notre expérience, parce qu'on a exactement ce cas de figure. Mais il y a des petits programmes, hein, qui existent, qui sont sur le marché, qui sont référencés aussi. Donc, c'est-à-dire que les producteurs de pannes d'éclairage fournissent les données. Et donc, vous pouvez les choisir et les placer. Vous mettez votre local, la hauteur sous plafond, et les placer. Et vous voyez l'éclairement. Sinon, on peut aussi demander aux fournisseurs type Rexel qui le font gratuitement, hein. Ils font vos études d'éclairage. Dès que vous avez quelques locaux à remplacer, vous donnez les infos et ils vous font l'étude d'éclairage et une proposition de prix derrière, hein. Donc, ça vaut parfois la peine. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Oui, oui, tout Il à fait. faut tenir compte aussi du fait que voilà, quand on met une lampe, il y a une réflexion indirecte qui se fait par exemple par les murs, donc selon la distance d'un mur, selon la couleur du mur, on peut avoir, ou s'il y a du mobilier, on va avoir un rappel euh, de réflexion de lumière qui va être plus ou moins importante. Donc, une vraie mesure d'éclairage, c'est vrai que ça se fait techniquement avec des appareils, c'est tout un art, hein. Donc, c'est pour ça que certaines sociétés le font dans le but de vendre leur éclairage ou au contraire le vendre comme service pur. Mais c'est vrai que dans le cas de Monsieur Dufresne qui veut faire changer par des LED, ça vaut la peine de faire une étude Dialux qui va permettre vraiment de voir Oui. au niveau des plans de travail, enfin par exemple des bureaux, à combien de lux on sera. Ça permet aussi de voir l'homogénéité de l'éclairage dans une pièce. Vraiment, ça mesure vraiment la quantité de lux, donc Oui. par zone et l'homogénéité. Et donc ça permettra de voir, ben voilà, que vous allez bien avoir un éclairage de qualité qui correspond aux normes donc, que Thierry a présentées, qu'il y a des normes voilà, de quantité de lux minimum et maximale en fonction des types d'occupation de la pièce. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas dans le chat en tout cas, pas de main OK. levée. En tout cas, je vous remercie. S'il y a encore des questions qui vous revenaient, n'hésitez pas à les envoyer par email. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire dans les autres séminaires et également donc un check-up chaufferie qui peut être aussi, c'est la bonne saison pour le faire. Donc je vous invite à le faire si besoin. Ouais. Merci Merci Thierry pour bien. la présentation, c'était vraiment très clair.
Il y a plusieurs commentaires dans le chat OK, qui soulignent la clarté de la présentation, comme ça. parfait. Et bon, Et très bien. donc, encore dernier rappel pour l'évaluation, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rempli. Et donc, à une prochaine fois, alors un prochain séminaire pour les participants. Très bien. Voilà. Au revoir à tous, bonne journée. Oui, bonne journée.